Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Le Bon MJ. Ça fait plusieurs fois que je recommence cette vidéo parce qu'elle est un peu conceptuelle puisqu'on va parler de réflexes pour préparer des parties de jeux de rôle. C'est des réflexes tout simples que je pense que vous avez déjà commencé à voir si vous avez déjà commencé à préparer des jeux de rôle et que vous allez développer en fait juste de partie en partie, mais qui sont vachement importants en fait, et je trouve que ça peut être pas mal d'essayer de les formaliser parce que même si on les a dans notre tête, des fois on sait juste pas vraiment pourquoi on les fait, et le fait d'être conscient qu'ils existent et d'essayer de les muscler un petit peu, entre guillemets, ça va permettre de les déclencher plus souvent. C'est réflexes que je considère comme bons. Après, à vous de voir. Il y a plein de manières de faire du jeu de rôle différentes, et chacun fait bien ce qu'il veut. Mais il y a une phrase que je trouve très intéressante, qui est celle qui dit « Un maître du jeu, ce n'est pas un conteur / un storyteller ». C'est-à-dire qu'un maître du jeu, il ne prépare pas une histoire. Il prépare une partie de jeu de rôle, et cette partie de jeu de rôle, grâce aux interactions de tous les participants, que ce soit le MJ qui utilise l'univers, les PNJ, ou les joueurs qui vont incarner les PJ, faire des actions, faire des choix, qui vont avoir des conséquences, c'est de tout ça que va résulter une histoire. Mais à la base, le MJ n'est pas là pour proposer une histoire. C'est mon opinion. Après, il y a des jeux plus ou moins serrés au niveau de la proposition qui vont vous contraindre, entre guillemets, à aller dans une certaine direction d'histoire. Les limites de ce qui est du jeu de rôle, ce qui ne l'est pas, c'est pas de ça dont j'ai particulièrement envie de discuter. Grosso modo, moi j'aime bien cette phrase. Le MJ, c'est pas un storyteller, je suis plutôt d'accord. Mais c'est facile de se dire, ouais, moi je crée pas une histoire, c'est notre table qui crée l'histoire, de se dire, non, je ne suis pas dirigiste, etc. C'est facile à dire, c'est facile de se le confirmer, d'opiner du chef quand on l'entend, parce que c'est une phrase qu'on entend partout. En réalité, c'est pas si simple à entendre, surtout au début, quand c'est la première fois que vous faites une partie de jeu de rôle. Alors, si c'est la première fois que vous faites une partie de jeu de rôle, faut peut-être pas se poser des questions aussi débiles, débilement complexes, j'ai envie de dire. Peut-être juste essayer et faire des erreurs et ensuite voir comment améliorer le truc. Voilà, je trouve que c'est plus facile à dire qu'à faire quand on pense pas à quelques réflexes, littéralement, ou des outils tout simples, on pourrait dire. Je sais pas vous, mais moi, j'ai toujours une histoire en tête. J'ai toujours une histoire en tête avant de commencer à préparer ma partie de jeu de rôle. Je pars jamais avec juste voilà, des thèmes vagues, des lieux, et ensuite on voit ce qui se passe. J'ai toujours quand même un petit peu envie d'avoir déjà un storytelling dans ma tête, de m'imaginer ce qui pourrait se passer et tout et tout. Mais le piège, ce serait de faire ça, de faire une séquence de scènes qui s'enchaînent. Ça, c'est ce qu'on appelle un scénario. C'est pour ça que le mot scénario est pas toujours hyper pertinent en jeu de rôle, je pense. Même si on trouve difficilement, je sais pas, moi je dis il faut préparer une partie de jeu de rôle. On dit parfois il faut préparer un cadre, il faut préparer une toile de fond, il faut préparer un canevas, il faut préparer je sais pas quoi. Moi je vais juste dire il faut préparer une partie de jeu de rôle, pas un scénario. C'est ça mon idée. Vous avez des jeux où vous allez rien préparer, ça c'est encore autre chose, et c'est pas de ça qu'on traite aujourd'hui. Nous on parle de quelqu'un qui aime bien préparer des éléments, amener des trucs, amener des enjeux, avoir déjà réfléchi à des personnages, à plein de trucs qui pourraient se passer, qui va donc avoir peut-être tendance, sans s'en rendre compte, à essayer de faire, comme on vient de le dire, une séquence de scènes, parce que c'est comme ça qu'on fait une histoire en général. On se demande, bah voilà, il y a cette scène-là qui se passe, qu'est-ce qui logiquement devrait se passer après? Bah c'est peut-être cette scène-là. Qu'est-ce qui serait cool qui se passe après? Bah ça pourrait être cette scène-là. En général, le scénario, il est construit de manière linéaire. C'est une succession de scènes. Et la scène, c'est pas nécessairement la meilleure unité, déjà, je trouve, pour préparer une partie de jeu de rôle. Et puis surtout, on peut pas se contenter de compter sur la cohérence et sur ce qui est cool qui se passe ensuite. Parce qu'en fait, ce qui est cool qui se passe ensuite dans une partie de jeu de rôle, c'est de voir ce que les joueurs vont faire, hein, concrètement. La vision linéaire comme ça, elle prend pas du tout en compte le fait que vos joueurs, ils peuvent faire des choix qui vont faire que votre séquence, elle va pas se passer comme vous voudriez. J'essaie d'aller droit au but, parce que ça fait 15 fois que je fais la vidéo, et comme c'est conceptuel, à chaque fois je parle dans tous les sens. Donc excusez-moi si je nuance pas tout ce que je dis comme j'en ai l'habitude. Du coup, bah, j'ai 3 réflexes / outils que je vous propose de vous présenter là. Je les appelle réflexes parce qu'on n'est pas obligé d'y penser activement, c'est pas une méthode. C'est plutôt un truc que vous allez développer avec le temps. La seule différence, si vous êtes conscient que vous développez ces réflexes, c'est que vous allez les développer peut-être plus vite. C'est ça que je me dis en les formalisant. Le premier, moi, je l'appelle la granularité, ou la granularisation, ou la dissection, on pourrait dire. Enfin, à chaque fois, c'est des mots un peu compliqués. La granularisation, c'est l'idée que oui, dans votre tête, vous avez un scénario que vous trouvez cool. En tout cas, moi, c'est souvent comme ça que je pars. Donc ça, c'est... J'ai une idée, j'imagine une fin ultra stylée, peut-être plusieurs fins stylées, hein. Je peux peut-être même être déjà dans des trucs un peu semi-linéaires. J'ai un début, j'ai 2-3 trucs, des directions qui pourraient être prises. En fait, votre but, ça va être de faire du découpage pour séparer vos scènes déjà individuellement. On pourrait appeler ça les scènes potentielles qui pourraient arriver. Et ensuite, vous redécoupez vos scènes potentielles
pour obtenir des éléments. Et donc les éléments, on va les faire comme ça. C'est des petits ronds avec des petites croix. Et en fait, vous, votre but, c'est de préparer plein d'éléments avec lesquels on va pouvoir interagir. Et pas nécessairement dans un ordre prédéterminé. Alors, il va peut-être y avoir un ordre plus probable. Par exemple, on pourrait se dire qu'une de nos unités, là, un de nos éléments, c'est un indice. Et donc un indice, probablement qui va mener peut-être à un autre indice, qui va mener par exemple à un coupable. Ça, c'est possible. Mais bon, c'est vos PJ qui vont décider de ce qu'ils vont faire de ces indices, comment ils vont les interpréter. Et ils peuvent se tromper. Et donc, ils vont peut-être pas faire indice 1, indice 2, coupable. Ils vont peut-être faire indice 1, lieu 1. Ensuite, ils vont aller à lieu 2, rencontrer personnage 3. Et ça va partir dans tous les sens et ils vont peut-être mettre énormément de temps à trouver votre coupable. Peut-être même que si vous êtes dans un jeu plus libre où vous jouez les conséquences, le temps qui passe, la cohérence, la dynamique de l'univers, en fait, le coupable, il aura eu largement le temps de se barrer parce que vos PJ seront partis dans toutes les directions. Ça, c'est aussi possible. Mais grosso modo, l'idée, c'est d'essayer de découper en petites unités votre préparation. Un des gros avantages que ça a déjà de faire ça, c'est que c'est beaucoup moins imposant que de préparer un méga scénario. Alors, on va pas se le cacher, si vous aimez bien créer des histoires, etc., ça peut vous sembler plus simple justement de créer cette séquence, de créer un scénario littéralement. Mais à l'échelle d'une grosse campagne, etc., ça devient vachement difficile en fait de penser tout le truc comme ça. Et puis plus vous allez avancer en fait en vous disant mes PJ ils vont faire ça, puis ils vont faire ça, et en fait prendre les décisions un peu à leur place entre guillemets de ce qu'ils vont faire et essayer de les contraindre à les suivre. Plus vous allez justement vous rendre compte que toute cette succession de scènes, elle dépend quand même vachement de contraintes, peut-être de manipulation, d'illusionnisme, de juste le fait que vos PJ se plient à vos idées. Donc finalement, créer une méga succession hyper difficile comme ça, de plein d'éléments cohérents entre eux et qui sont censés arriver dans un ordre bien précis, ça devient beaucoup plus difficile en fait finalement que de découper tout ça, de granulariser, de transformer en petites unités vos idées et de les développer individuellement et ensuite de voir comment les PJ vont interagir avec. Et lorsque vous créez vos unités comme ça, que ce soit des personnages, des lieux, des machins, vous allez naturellement les connecter entre elles. Il n'y a pas besoin d'avoir une méthode ultra précise. Elles vont avoir des interconnexions qui vont faire que vos PJ, finalement, ils vont finir par trouver un chemin, par trouver une voie et par écrire leur histoire grâce aux éléments que vous avez donnés. Il ne faut pas trop s'inquiéter de ça, normalement. Alors maintenant, comment est-ce que je trouve les éléments? Comment je sais ce que c'est les éléments que je dois préparer? Alors, vous pouvez choisir de suivre des méthodes, et il y a 1 milliard de méthodes qu'on peut trouver sur Internet, genre par exemple, une enquête, pour reprendre le même exemple. En général, on dit, il faut des indices, il faut le lieu du crime, je sais pas. Et on va vous mettre une sorte de to-do list, là. Une sorte de cahier des charges. On en a déjà parlé dans les vidéos que j'appelle Atelier JDR, qui sont rendues possibles parce qu'il y a des gens qui soutiennent la chaîne sur Tipeee, donc merci à eux. J'espère que vous êtes nombreux à soutenir pour que ce format puisse continuer. On a déjà parlé de cahier des charges dans ce format-là, et d'ailleurs, ce format-là, je pense qu'il va vous intéresser après avoir vu cette vidéo. Si vous ne connaissiez pas la chaîne, d'ailleurs, vous pouvez vous abonner et tout. Ils se répondent entre eux, parce qu'en fait, quand vous êtes dans l'atelier JDR, moi, j'essaie de créer un scénario en direct, entre guillemets, et j'explique pas toujours ce que je fais. Je fais les choses et voilà. Et en fait, ce qui se passe quand je suis en train de faire l'atelier JDR, c'est que j'active les réflexes dont on est en train de parler justement maintenant. Et donc, dans l'atelier JDR, je vous proposais de créer votre propre cahier des charges. Parce qu'en fait, finalement, le réflexe d'aller chercher de la granularité, c'est ça qui a permis aux gens qui vous proposent des méthodes de vous proposer ces méthodes. Ils se sont demandé, c'est quoi une enquête? Et ils se sont dit, dans une enquête, il y a quand même souvent des indices, il y a quand même souvent un coupable, il y a quand même souvent des témoins, il y a quand même souvent une fausse piste. Et puis, ils vous ont dit, voilà, vous pourriez préparer ça et ça fera une enquête. Et ce qui est très bien. Mais finalement, est-ce qu'à chaque fois, vous avez besoin de vous reporter à la méthode et tout? Non, je pense que si vous avez l'outil, justement, granularité, qui va vous aider à mieux envisager l'analyse d'un scénario, l'analyse d'un truc que vous aimez bien pour essayer de le couper en petits morceaux et de voir ce qui vous plaît et ce que vous aimeriez essayer de reproduire, vous allez pouvoir vous créer vos propres méthodes à chaque fois assez vite sans devoir faire trop de recherches à chaque nouveau scénario. C'est vraiment ça l'intérêt d'avoir un réflexe, d'avoir un outil, quoi. Donc, le but, comme on disait, ça va être d'aller chercher ce qui semble logique qu'on trouve dans le genre d'histoire qu'on veut proposer. Encore une fois, on n'écrit pas l'histoire, on cherche les éléments qui sont propices à cette histoire. Et il y a les thèmes à mettre en parallèle. Parce que effectivement, les donjons, les enquêtes et tout, on trouve très facilement des sortes de méthodes, des sortes de to-do, qu'est-ce qu'il faut faire pour préparer ça sur Internet. Mais dès lors que vous entrez dans un truc un peu plus large, un peu plus complexe, un peu plus personnel, je pense que les thèmes,
C'est vraiment un autre truc qui va vous permettre de faire ressortir les éléments dont on parle là et de les mettre en connexion. Finalement, si je prends un film comme Le Dernier Samouraï, bon, c'est quoi? C'est un film de bataille et tout. Il y a un peu le parcours du héros. Il se redécouvre en allant chez les samouraïs, etc. C'est quand même un petit peu plus flou que aller dans un donjon ou résoudre une enquête. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu moins structuré comme genre d'histoire. Dès lors qu'on est dans une campagne, il y a souvent un peu plus ce côté-là. Et donc, du coup, identifier vos thèmes, c'est ce qui va vous permettre d'aller chercher de connecter les éléments et de faire en sorte que, même si dans l'univers que vous proposez, dans le bac à sable que vous proposez, bah, il y a de l'enquête, plus des donjons, plus des intrigues, plus des potentiels trucs qui pourraient se passer, plein de trucs, il y a une sorte de cohérence, une sorte de truc qui les rassemble tous et qui fait qu'à la fin, on a l'impression d'avoir exploré des enjeux, des thèmes, littéralement, des trucs qui vont bien ensemble en fait, et qu'on se dit ouais, c'était riche et c'était intéressant et c'était pas complètement hasardeux non plus. Et donc du coup, ben, à partir de vos thèmes, si on prend Le Dernier Samouraï, on va avoir, je sais pas, la tradition, un petit sabre contre un pistolet. La tradition vs le pistolet, c'est la tradition vs la modernité, par exemple. On va avoir la rencontre avec l'étranger. C'est des petits bonhommes qui se rencontrent. La rencontre avec l'étranger, peut-être le fait de retrouver la paix intérieure pour notre personnage, parce qu'au début c'était un personnage torturé, et le fait qu'il aille vivre chez les samouraïs, hop, ça l'a changé et tout. Vous allez chercher un peu ces thèmes-là, essayer de mettre des noms dessus, donc modernité vs tradition, découverte d'une nouvelle culture, j'en sais rien. Et donc dans modernité vs tradition, bah, vous dites il va me falloir des personnages qui vont représenter la tradition, des personnages qui vont représenter la modernité. Et hop, vous commencez à créer des trucs qui sont en lien avec vos thèmes, qui vont vous permettre de mettre en valeur les concepts que vous vouliez mettre en avant, tout simplement. Et donc, les thèmes, c'est ce que vous allez aller chercher dans le scénario, dans le truc qui vous inspire, et vous allez les confronter en général à des... Alors, on pourrait faire plein de to-do différentes, mais grosso modo, le truc que vous allez revoir le plus souvent, c'est qu'il faut des personnages, des lieux slash objets, on pourrait les mettre ensemble en réalité. En tout cas, des choses matérielles qui se trouvent, qu'on peut trouver et tout. Des conflits. Les conflits, bon, en général, ils découlent des personnages, hein, on va pas se le cacher, mais il faut qu'il y ait du conflit. Donc à un moment donné, vous allez vous poser la question, bon, c'est bien, j'ai créé plein de personnages, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ça va bouger, qu'il y a un problème? Il faut des problèmes aussi, conflit slash problème, allez, on va mettre. Conflit slash problème à résoudre, et il va éventuellement y avoir aussi, plus précisément, des scènes que vous voulez voir, en plus. Scène cool slash potentiel. D'ailleurs, en fait, potentiel... je sais pas pourquoi je le mets avec scène, parce qu'en fait, c'est tout ça. Tout ça, c'est des potentiels. Vous n'êtes pas obligé, tout n'est pas censé apparaître. Parce qu'au final, comme vous allez créer plein de petits éléments comme ça, d'ailleurs, petit aparté, en créant des personnages, si ça tombe, vous allez avoir des conflits qui vont apparaître naturellement. En créant un lieu, vous allez avoir une scène qui va vous venir en tête et tout. Vous n'êtes pas obligé de faire la liste des lieux, la liste des personnages, la liste des conflits. Vous voyez, vous n'êtes pas obligé d'arriver dans une architecture ultra structurante, ultra énervante, qui bloque votre créativité de vous dire je dois remplir des petites cases. C'est des sortes de prompts. C'est comme si, au lieu d'aller voir des intelligences artificielles qui font des scénarios un peu moyens et d'essayer de leur redemander tu peux faire un meilleur scénario s'il te plaît, petite intelligence artificielle. Je troll, mais en vrai, je comprends pas trop pourquoi on va... Enfin, moi, j'adore créer des trucs, donc je comprends pas trop le délire de le faire par une machine. Parce que moi, ce que j'aime bien, c'est le processus. Bref, oula, ça devient trop personnel, tout ça. Vous allez créer des éléments. On va essayer de se recentrer. Vous allez créer des éléments. Normalement, comme ils sont inspirés de thèmes que vous avez déjà un peu exposés, etc., bah, en fait, ils vont avoir des liens entre eux naturellement. Mais tous ces éléments... ils sont pas séquencés. C'est ça la grande différence par rapport au truc d'avant, c'est que vous faites pas des séquences. Ils ont juste des liens plus ou moins visibles pour vos PJ, ou des liens où il va falloir plus ou moins creuser pour trouver des liens et les mettre en cohérence. Et du coup, ça va vous faire une sorte de réserve, moi j'appelle ça la réserve, où il y a vos éléments. Et alors il y a des éléments, dès la session 1, vous pouvez être quasiment sûr, on va dire que c'est des éléments VIP, eux ils sont plus dans la réserve, hein. Genre le grand méchant de votre campagne, si vous l'avez déterminé à l'avance que c'est un des gros enjeux, c'est de battre Sauron, bon vous savez que Sauron c'est certainement pas un élément de la réserve de votre campagne, c'est un élément qui est ultra présent. Si vous faites une enquête, le coupable, très certainement qu'il n'est pas dans la réserve, puisqu'en fait, quasiment tout le but de l'ensemble des éléments que vous avez créés, c'est plus ou moins d'amener à un moment donné vos PJ à quand même découvrir qui est le coupable. Donc ils ne vont pas rester longtemps dans la réserve. Mais par contre, les indices, vous pourriez avoir plein d'indices en plus, plein d'idées, plein de trucs qui sont facultatifs, dont vos PJ vont peut-être pas avoir besoin pour comprendre. Souvent, vos PJ sont assez malins et ils comprennent. Avant même que vous ayez eu besoin de les obliger en leur mettant des grosses flèches et en mettant des murs pour surtout pas qu'ils sortent, d'aller d'indice en indice. Non. Vous pouvez avoir des indices clés qui sont... vous pouvez avoir votre scène de départ. Ça, c'est votre scène de départ. On va dire que c'est un gros cercle. Et dedans, il y a genre 3-4 éléments où vous voulez être sûr que vos PJ les voient. Donc, ils sont directement dans votre scène de départ. Et à partir de ces éléments, ils vont
aller à d'autres endroits. Alors peut-être qu'ils vont aller à des endroits que vous aviez un peu plus prévus, genre peut-être que logiquement les 4 éléments que vous avez mis là, vous pensez que probablement ça va mener vos PJ à une scène 2 quand même, mais que eux ils vont l'interpréter différemment, ils vont se dire ah bah on va aller, il n'y a pas une bibliothèque municipale, vous n'avez pas du tout prévu qu'il y avait une bibliothèque municipale, vous faites si il y a une bibliothèque municipale, oui bien sûr, évidemment, elle se trouve sur le centre-ville, c'est un beau bâtiment bien ouvragé avec des ornements, et devant il y a un petit groom qui vous accueille, ça a l'air assez luxueux, vous inventez un truc, et hop, ils arrivent à la bibliothèque municipale et boum, vous allez chercher dans votre réserve et vous mettez des indices. Alors souvent, ce principe-là d'indices qu'on amène, etc., on appelle ça des indices flottants. Et en général, c'est un truc qui est assez connu, mais ça peut marcher pour plein d'autres trucs. Ça peut être pour des PNJ, des factions, des trucs, en fonction du rythme, en fonction de comment vous voyez que les PJ interagissent avec votre univers, notamment à l'échelle d'une campagne. Vous n'allez peut-être pas activer tout ce que vous avez prévu dans votre campagne. Donc tout est potentiellement un petit peu flottant, si vous voulez mon avis. Ok, ça c'était la granularité. Donc maintenant, on a parlé quand même de scènes potentielles, de scènes cool. Peut-être qu'il y a des scènes que vous trouvez vraiment cool et vous avez vraiment envie qu'elles arrivent, et donc du coup, vous allez les pousser, et c'est pas grave. Le but, c'est pas non plus de faire un truc où les PJ ils sont complètement libres, ils font ce qu'ils veulent, parce que vous aussi, vous avez peut-être envie d'amener des trucs. Et puis votre monde, il doit réagir à vos PJ. Donc il peut y avoir parfaitement des événements quasiment inévitables pour les PJ. Ça, c'est une chose qui peuvent pas voir arriver. Ou des scènes que vous allez essayer d'amener, vous allez peut-être faire un petit peu de dirigisme quand même. On n'est pas là en train de dire ouais, on fait plus rien. Si vous avez décidé d'être MJ, c'est que vous avez envie de montrer des trucs, je pense. Et donc, vous pouvez essayer d'amener des scènes cool quand même, par la contrainte. Genre à un moment donné, il peut y avoir une bataille qui est inévitable pour les PJ. Pourquoi pas? Notamment si vous vous êtes accordé que la proposition c'était de jouer des trucs épiques avec des batailles. À un moment donné, vos PJ ils vont pas se plaindre que vous leur proposiez une bataille, ils vont pas tout le temps tout faire pour la fuir, sinon ils jouent plus vraiment le jeu. Mais ce qui se passe souvent, c'est que quand on pense par contre en termes de séquences, on pense en termes de séquences cool. Donc on se dit il va y avoir la bataille 1, puis la bataille 2, puis la bataille 3, et on commence à préparer les batailles dans l'ordre et tout, enfin les batailles ou les scènes. J'aime bien les batailles moi, ok. Et en fait, je vous conseille, dès lors qu'il y a un truc comme ça, de quand même vous demander, pour sortir justement de cet enchaînement, de plutôt prendre ok, à un moment donné, je veux qu'il y ait une bataille. Ça, c'est sûr. Je sais pas forcément les conditions et tout. C'est un de mes éléments dont on a parlé. La bataille, c'est un élément. Mais du coup, comme je veux pousser un truc, en l'occurrence, je veux pousser une scène cool, je veux qu'elle arrive, il faut que je me pose la question de, en poussant cette scène cool, est-ce que je vais juste faire une cinématique, quoi? De temps en temps, on peut faire un truc un peu cinématique, un truc où les PJ, ils ont pas trop de levier d'action, mais c'est quand même ce qu'on essaie d'éviter, parce qu'on veut que les choix de nos PJ et tout, ils aient un impact. Donc à chaque fois que vous avez une scène, vous devriez poser un enjeu. Une scène cool, c'est pas juste, je vous montre une scène cool, sauf si elle est très courte, genre une petite scène d'exposition, un petit truc, ça passe. Mais genre, vous avez une session, il va y avoir une bataille, si les PJ, ils ont aucun impact, qu'il n'y a pas d'enjeu pour leur personnage, pour la suite de l'histoire, etc., parce que vous avez décidé qu'ils allaient gagner la bataille, parce que ça fait partie de l'histoire que vous aviez imaginée, et qu'il n'y a aucun autre enjeu, ça va être compliqué. Donc à chaque fois qu'il y a une bataille, je vous propose déjà de vous poser la question de l'enjeu. Si vous voulez absolument que la bataille soit gagnée, il faut quand même qu'il y ait potentiellement des pertes, des sacrifices qui doivent être faits pour que ce soit gagné. Mais moi, je vous conseillerais de partir du principe que la bataille, elle peut être perdue, très sincèrement. Mais après, ça, c'est les goûts et les couleurs. Mais bon, la bataille de fin de campagne, par exemple, moi, j'ai déjà fait des batailles de fin de campagne où je me dis non, il faut que les PJ gagnent, c'est ça qui va rendre tout ce qui s'est passé avant satisfaisant, c'est qu'il y a une grande victoire, mais il y aura peut-être des PNJ qui vont mourir ou des PJ qui vont mourir. Mais on veut pas le TPK plus... Enfin, quoique le TPK, pourquoi pas, si la bataille est remportée. Il faut qu'ils aient gagné. Voilà. À la toute fin de la campagne. Mais il faut quand même si on sait qu'ils vont gagner, qu'il y ait des enjeux. Et donc, il faut réfléchir aux enjeux dès qu'il y a un truc que vous voulez forcer, c'est-à-dire une scène que vous voulez vraiment amener, il faut absolument faire en sorte que cette scène, ce soit pas juste vous qui en ayez le contrôle. Qu'il y ait justement des différents éléments dans la scène, encore une fois. Aller dans la granularité de la scène et se demander c'est quoi l'enjeu et c'est quoi les différents trucs avec lesquels on va pouvoir interagir dans cette scène. Et ensuite, en plus de l'enjeu, je vous conseille tout simplement de vous poser la question what if, qu'on retrouve souvent en world building, ou justement pour trouver des idées de scénario. Genre par exemple, what if, ça veut dire qu'est-ce qui se passe si, en gros. Et par exemple, on peut avoir si Sauron avait gagné la guerre, et du coup on a le jeu de rôle Midnight, c'est un peu le pitch du jeu de rôle Midnight. Ou qu'est-ce qui se passe si le paradis n'existait pas dans mon univers de D&D. Vous voyez, souvent en world building, on utilise what if. On vient changer un truc dans les canons classiques qu'on connaît d'un type de fiction. Donc vous devriez vous poser la question pour la plupart de vos scènes, si vous voulez, entre guillemets, commencer à jouer un peu la scène avant même qu'elle soit jouée, à jouer votre scénario en avance. C'est un assez bon réflexe, c'est de se demander juste, à un moment donné, quand il y a une sorte de choke point, un truc où normalement vous dites, bah mes PJ, ils trouvent un parchemin, où c'est écrit, ici il y a un trésor, et en fait,
what if ils s'en foutent et ils veulent pas aller chercher le trésor et qu'ils partent dans cette direction? What if ils partent dans cette direction? Et en fait, la question du qu'est-ce que je fais si mes PJ font pas ce que j'avais prévu, vous n'êtes pas obligé d'imaginer toutes les possibilités. Mais en général, à chaque truc, genre je sais pas, la carte au trésor, il y a deux possibilités évidentes, c'est on décide d'aller chercher le trésor ou on décide de pas aller chercher le trésor. Et ben, vous devriez pas conditionner votre scénario au fait qu'ils décident d'aller chercher le trésor. Bon, si c'est un one-shot, ce serait mauvais genre de pas aller regarder où se trouve le trésor, on est bien d'accord. Et dans le cadre d'une campagne, il vous faut d'autres trucs pour rebondir. Et donc en fait, c'est en vous posant la question de qu'est-ce que je fais si mes joueurs ils font pas ce que j'avais prévu, que vous allez peut-être faire apparaître d'autres petits éléments. Des petits éléments qui vont peut-être... nous, notre but à la base, c'était d'enchaîner cette scène et cette scène, d'accord? Si vos PJ ils décident de pas aller chercher le trésor, qu'ils décident plutôt de s'intéresser à un autre élément, vous pouvez essayer de relier les éléments, les autres éléments que vous avez prévus avec la scène cool que vous avez prévue. Donc en gros, l'idée, c'est qu'à chaque fois que vous avez une scène cool et que vous essayez d'amener vos PJ à se rendre à cette scène cool, demandez-vous qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour ne pas se rendre à cette scène cool et prévoyez un chemin alternatif potentiellement ou j'aime pas le mot chemin parce que c'est déjà de la linéarité, mais plutôt d'autres éléments qui pourraient leur rappeler la carte au trésor et leur faire se dire ah c'est vrai qu'on a une carte au trésor, ah c'est vrai qu'on a une carte au trésor, ah cette faction elle cherche la carte au trésor qu'on a, il faut qu'on protège la carte au trésor. Ou là il y a beaucoup de monde qui s'intéresse à cette carte au trésor, c'est peut-être que le trésor est vraiment très très cool. Vous voyez réussir à rebondir avec tous vos éléments. Donc ça c'est quand vous voulez les amener à un endroit qui vous intéresse. Et l'autre truc, le truc de la bataille avec l'enjeu, c'est quand il y a un truc qui vous intéresse, demandez-vous à quel point vos PJ peuvent interagir avec, et est-ce que vous n'êtes pas juste en train de vous faire un délire à vous tout seul, en posant des enjeux de l'interactivité. Dès que possible, dès que vous avez l'impression qu'il y a une scène qui est trop scriptée, la granularité et le what if, mes joueurs ils font pas ce que j'avais prévu. C'est des moyens de challenger en fait ce que vous aviez imaginé, tout ça. On continue. Le dernier truc, je vais rester sur mes 3 réflexes, je trouve que les 2 autres ils vont quand même bien ensemble. Le réflexe 3, c'est les arcs perso. Alors là, j'ai pas vraiment trouvé de nom de réflexe, entre guillemets. On va dire, c'est... Comment on pourrait lui trouver un nom stylé à celui-ci? Le réflexe d'or. Oh, pas mal, vous allez voir. On va appeler ça le réflexe d'or. En gros, le réflexe d'or, c'est le réflexe de, au lieu de vouloir, justement, encore une fois, tomber dans le travers, un petit peu, si vous voulez mon avis, d'essayer de séquencer les scènes de l'arc narratif d'un personnage. Par exemple, vous avez un personnage, il dit « Ouais, je pense que je suis un petit peu le héros de la prophétie, je suis un jeune paysan qui voudrait devenir roi. » Votre héros, il vous dit ça, votre perso, il vous dit ça à la session 0. Il veut devenir roi, le paysan. Eh ben, tout simplement, vous n'allez pas lui dire « Ok, donc séance 1, il y a Merlin qui vient de parler, il te donne une quête, tu vas chercher l'épée Excalibur, je sais pas quoi. » Enfin, vous pourriez faire ça, mais en fait... Vous ne devriez pas le contraindre. Ça ne devrait pas être « Ah bah t'as décidé de pas aller voir Merlin ?» Et bah du coup il y a des gens qui t'attrapent et qui t'amènent chez Merlin. Merlin il te demande d'aller chercher Excalibur, tu fais « Non Merlin, je ne veux pas aller chercher Excalibur. » Et immédiatement vous lui dites « Mais enfin mon petit, le monde va être détruit si tu ne le fais pas. » Il fait « Non, je ne veux pas le faire Merlin. Excalibur ne m'intéresse pas. » Et bon, vous détruisez le monde. Enfin, bon, c'est complètement débile mon exemple. Mais en gros, vous n'êtes pas responsable. À mon avis, vos PJ, ils ont quand même un rôle à jouer dans l'écriture de l'histoire de leur personnage, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas responsable du fait que chaque joueur, il ait son arc narratif parfait et tout et tout. Vous, ce que vous voulez, c'est respecter le réflexe d'or qui se traduit, selon moi, par opportunité et révélation. Opportunité et révélation. En général, le joueur, dans son background, il va vous donner, c'est fort probable, des objectifs pour son personnage, et un peu un code de conduite pour son personnage, un caractère, des trucs comme ça. À partir du moment où il crée une sorte de background comme ça, en général, c'est une bonne matière pour prévoir des trucs pour lui. Et en fait, ce que vous devez prévoir, c'est pas une séquence de scènes pour son personnage qui doit se passer d'une manière exactement et des choix qu'il doit faire, qu'il doit exactement respecter pour que votre plan se passe bien et qu'il se dise « Ouah, t'avais vraiment prévu tout l'arc de mon personnage du début à la fin, c'était bien. » Non. Vous lui proposez des opportunités de faire briller son personnage et de créer son propre arc de personnage et lui proposer des révélations dans les trous qu'il a laissés pour venir... ça, c'est souvent plutôt quand le mec, il a proposé des secrets, des trucs comme ça. Ou alors qu'il a choisi un sujet un peu ésotérique. Par exemple, il a un dieu et tout. Vous pouvez faire des révélations, des twists sur qui est son dieu, des trucs comme ça. Pour moi, c'est ça qui est le plus important. De lui proposer des révélations flottante que vous allez pouvoir amener à des moments, mais sans le forcer à chercher, à découvrir les secrets que vous avez prévus pour son personnage et à le pousser tout le temps là-dedans. Vous avez des révélations à lui proposer et en fait, elles sont flottantes et vous allez pouvoir les amener à des moments clés, à des moments où vous trouvez ça cool et au moment c'est cohérent. Et les opportunités, c'est pareil. Si votre PJ, il a décidé de faire un chevalier comme ça, un chevalier, c'est un paladin.
c'est un paladin de la justice. Il a même un marteau, voyez-vous. C'est un paladin de la justice. Bah, vous n'allez pas juste dire, ok, comme tu es un paladin de la justice, il y a le roi qui fait, tu dois aller rendre la justice dans les terres de Bloogie-Booga. Et ensuite dire, voilà, à ce moment-là, ton personnage va décider de faire ça, et puis faire ça, et à ce moment-là, il va trahir le roi, et créer une histoire pour son personnage, je sais pas quoi. Vous allez lui proposer juste des opportunités de faire des choix moraux. Tout simplement, tout simplement. Si votre personnage... Oula, hop là. Si votre joueur, il décide que son personnage, c'est un mec qui cherche de la connaissance, je cherche de la connaissance. Créer plusieurs éléments qui vont lui donner des révélations et des connaissances, des opportunités qu'il va pouvoir saisir. Mais ne lui donnez pas forcément la quête qui va l'amener à la connaissance, etc., etc. Parce qu'en fait, après c'est mon opinion, là c'est déjà un peu plus les goûts et les couleurs. Enfin, c'est surtout que c'est déjà plus orienté un petit peu bac à sable quand même. Des one-shots, des trucs comme ça, franchement, vous pouvez y aller beaucoup plus directement au lieu de créer des opportunités et tout. Vous pouvez vraiment lui mettre une assiette avec dedans son plat préféré pour qu'il puisse en profiter dans la soirée et montrer comme son personnage il est cool. Mais sinon, ne forcez pas en fait, ne forcez pas le joueur C'est trop gros au bout d'un moment en fait. Si vous faites tout pour que le personnage il fasse le monomythe ou je sais pas quoi, ça va être relou. Faites confiance à votre joueur qui a très certainement déjà réfléchi un peu à l'archétype de son personnage et justement à comment il veut essayer de développer son personnage et proposez-lui des opportunités, des occasions, des éléments qu'il va pouvoir utiliser pour écrire lui-même dans la partie grâce à ses décisions l'histoire de son personnage, des opportunités de briller. Ne le faites pas briller. Donnez-lui l'opportunité de le faire, de choisir à quel moment il veut le faire. Votre personnage, il a décidé de faire un personnage un peu en mode rédemption, je sais pas quoi, samouraï, torturé. Oui, je ne frappe qu'avec le dos de la lame. Je suis Kenshin, le vagabond. Et vous lui dites, ouais, et ben là, je te mets une scène où en fait, finalement, tu décides, t'es obligé de retourner ton sabre pour réussir. Non, mettez-lui un combat difficile. Peut-être qu'il va se sentir, lui, obligé de retourner son sabre et d'utiliser le côté tranchant de la lame. Ou peut-être qu'il va décider finalement de ne pas le faire et de garder ça pour plus tard. Et vous voyez, c'est lui qui va finalement créer son arc de personnage. Voilà, c'était un peu une vidéo énervée. Énervée parce que je l'ai tournée plein de fois. C'était pas facile. J'espère que ça vous a plu. Je dirais que pour résumer, ces réflexes, c'est des réflexes qui vous permettent de challenger ce que vous préparez. Je sais que potentiellement, vous êtes quelqu'un qui adore les arcs narratifs, qui a lu l'anatomie du scénario, qui regarde des films. Moi, j'adore, par exemple, les comédies musicales, j'adore les trucs hyper théâtraux, où on sent très bien ce qui va arriver, des tropes hyper classiques. Et donc, je pourrais avoir tendance à préparer mon scénario comme une histoire, comme ça, parce que je kiffe. Mais en fait, ce que je vais faire, c'est commencer par m'imaginer cette histoire et tout, et puis ensuite, reprendre conscience que le jeu de rôle, c'est un média qui est un petit peu différent en général, surtout dans la manière dont j'essaie de le pratiquer. Je vais pas nécessairement aller chercher des jeux qui produisent exactement le type de fiction qui m'intéresse. Je vais plutôt essayer de voir ce qui se produit à la table. Et donc, au moment où voilà, je sens que je suis en train de partir dans une histoire et tout, mon premier réflexe, ça doit être de me rappeler que c'est un média spécifique et de venir le challenger avec ça. Arrête de penser à une histoire, commence à la découper en petits morceaux. Arrête de vouloir prévoir comment la scène va finir, etc. Repense ta scène, pense à ses enjeux et pense à plein d'éléments qui pourraient y mener, mais pas un chemin tout tracé et forcé pour s'y rendre. Arrête de vouloir écrire tout le scénario, tout autour des personnages et de prévoir toutes les scènes qui vont leur arriver pour qu'ils aient un développement de personnage que tu considères comme étant intéressant. Laisse les joueurs choisir comment leurs personnages vont se développer et prépare plutôt des opportunités pour eux que ça se fasse. Voilà 3 réflexes que je vous invite à prendre conscience de ces réflexes que j'essaie de formaliser. Vous le faites sûrement déjà, c'est quasiment sûr. Si vous avez commencé à maîtriser des parties de jeux de rôle, vous avez bien compris quand vous avez pris votre premier scénario tout linéaire là, avec une succession de scènes et vous vous êtes dit mais attends, qu'est-ce qui se passe si mes personnages ils font pas ce que j'avais prévu? Vous étiez peut-être déjà en train de vous dire what if et de réfléchir à comment improviser. Et d'ailleurs, dans l'absolu, vous pourriez tout à fait écrire un scénario et une histoire toute tracée et improviser à partir de cette histoire toute tracée dès que vos PJ essayent d'en sortir. Mais le fait de le rédiger de manière aussi littérale comme ça, pour moi, c'est pas la manière la plus optimale de présenter la chose. Que ce soit quand on essaie de publier déjà, mais aussi même pour soi-même en fait. C'est souvent là qu'on va se retrouver dans des situations un peu bloquantes. C'est le moment où on pensait avoir tout prévu et en fait il y a des trucs qu'on n'avait pas prévus et au lieu de s'être préparé à l'imprévu, on a juste préparé une histoire. Alors que l'histoire, c'est le résultat de la partie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Si vous voulez aller voir un petit peu en application ces trucs directement en mode brainstorming,
Bah, il y a les ateliers JDR. Je rappelle que c'est grâce aux tipeurs que ça existe. Pour l'instant, c'est assez récent. Vous n'êtes pas hyper nombreux. Donc, je remercie vraiment les quelques personnes qui donnent des tips. J'espère qu'on pourra faire perdurer le format parce que moi, c'est un truc qui me plaît. Mais ça prend plein de temps. Et on ne peut pas tout faire dans la vie à un moment donné. Donc, franchement, si vous voulez donner la force, allez sur Tipeee. Sur ce, moi, je vous dis à très bientôt sur le bon MJ. N'hésitez pas à passer sur le Discord. Allez, ciao!